Svalbard par les Norvégiens, cet archipel situé à moins de 1300 km du pôle Nord est plus connu sous le nom de Spitsberg par le reste du monde. Spitsberg étant l'île principale de l'archipel. Ces îles grandes comme la Belgique et les Pays-Bas réunis dépendent de la Norvège. Toutefois, suite au traité de 1920, d'autres pays sont impliqués dans le développement économique de la région. Dernier bastion de la civilisation du Nord, le Spitsberg présente un paysage grandiose de glaciers et de fjords. Sa population forme une société à part, bien décidée à préserver cet environnement exceptionnel. De nombreuses bases scientifiques ont été implantées le long des côtes. Capitale du Spitsberg, Longyearbyen est peuplée d'environ 2000 habitants. Ancienne ville minière nichée dans une vallée plutôt lugubre, la bourgade est principalement constituée de maisons de bois à 1 ou 2 étages aux façades colorées dont les fenêtres sont garnies de fleurs. Les habitations sont regroupées en petits lotissements, cela afin de sauvegarder les autres logements en cas d'incendie. C'est en 1906 que fut créée la ville par un Américain de Boston. 10 ans plus tard, sa société minière était rachetée par une société norvégienne. Pour favoriser un tourisme en plein développement, de nombreux services, hôtels, restaurants, boutiques de souvenirs et même campings ont été créés. Bien que bénéficiant des douceurs du Gulf Stream, la région est recouverte de neige durant la longue période hivernale. Devant chaque maison sont alignés les témoins de cette rude saison. Skis et luges sont accrochés sur les façades. Les motoneiges, véhicules indispensables aux déplacements hivernaux sur l'île, sont parqués devant chaque demeure. On en compte près d'une par habitant. Pour permettre aux familles nombreuses et aux artisans de transporter des charges plus importantes, des remorques sont attelées aux engins. Certaines d'entre elles possèdent même des ceintures de sécurité. Afin de bien isoler les maisons, le matériau noble est bien entendu le bois. Cet immeuble en construction nous permet de mieux comprendre la technique utilisée. Le permafrost, sol gelé en permanence, étant dur comme de la roche et froid comme de la glace, les canalisations d'eau, de chauffage et d'égouts sont déposées à même le sol, ce qui dégrade quelque peu le paysage. Les conduites doivent être fortement isolées. Les compteurs d'eau et de chauffage sont installés dans de petites cabanes construites à proximité des maisons individuelles ou des immeubles. C'est en 2005 que fut transféré en ces lieux le Svalbard Museum. Il est ouvert de mi-mai à mi-septembre. Divisé en 10 sections, le musée traite divers thèmes. La chasse à la baleine, sujet incontournable, y tient une place importante. Bien qu'ils aient disparu depuis longtemps, les trappeurs et leur mode de chasse n'ont pas été oubliés. Leur pire ennemi et meilleur proie à la fois, l'os polaire, demeure la principale curiosité. Un magnifique spécimen y est exposé. Le renne, rare animal à pouvoir être élevé dans ces régions polaires, y est également présenté. Comme je l'ai dit plus tôt, la ville fut fondée en 1906 par un ingénieur des mines. En effet, le sous-sol du Svalbard est riche en charbon. À Longyearbyen, son exploitation dura près d'un siècle. Exposées dans le musée, de nombreuses photos relatent cette époque héroïque. Dans les rues de la ville, de nombreux monuments ont été érigés à la mémoire des mineurs. L'un d'entre eux évoque même la pénibilité de la tâche accomplie. L'épaisseur de la veine de charbon étant inférieure à la taille des ouvriers, ces derniers devaient œuvrer couchés dans un milieu très hostile, où la température dépassait rarement les 3 degrés. On peut voir encore les vestiges de cette exploitation. Téléphériques et tapis roulants subsistent un peu partout, encombrant.
Grâce au Gulf Stream, le Svalbard possède une flore exceptionnelle. Environ 165 espèces de plantes y sont répertoriées. La plus répandue ressemblerait à du coton. Ces touffes poilues étaient utilisées pour réaliser les mèches des lampes à huile. Pour sauvegarder cette flore exceptionnelle, environ 65% du Svalbard est classé en zone protégée. Cela représente environ 40 000 km². J'ai dû redoubler d'imagination pour tourner ces images sans piétiner la rare et précieuse végétation locale. Rester sur les chemins, poser délicatement mon caméscope au sol, choisir les plantes fleuries de préférence. Je redoutais le pire. Lors du montage, quelle ne fut pas ma surprise en découvrant ces images. Des plantes grasses aux contours ciselés, plus belles encore que les fleurs recherchées lors du tournage. Il faut savoir aussi que la ville abrite une chambre forte souterraine dans laquelle sont stockées les graines du monde entier. Cela permet de conserver en lieu sûr le patrimoine alimentaire de la planète. Nous naviguons actuellement dans le fjord d'Ifjorden, le plus long semble-t-il du Spitsberg, et là nous découvrons avec étonnement la disparition de nombreux glaciers. Il ne subsiste que des moraines désertiques, rien n'y pousse. On distingue bien l'emplacement de ces rivières de glace et on les imagine venant se précipiter avec fracas dans les eaux glacées du fjord. On imagine aussi les difficultés de ces commandants de baleinières naviguant au milieu des icebergs. Les montagnes qui nous entourent ont été érodées par la fonte des glaces. De larges traînées sur leurs flancs en témoignent. Quelques rayons de soleil vont transformer ce morne paysage. Construite en bordure du fjord, l'ancienne cité minière de Pyramiden se dresse telle une ville fantôme. Son exploitation par les Russes a cessé depuis 1998. C'est le glacier Nordenskjöld. Vous savez que le Spitsberg est couvert de glace à 60%. Le dernier épisode glaciaire date de 18 000 ans. Vous voyez que devant, il y a de la roche qui a été mise à nu. Un glacier avance un peu comme un bulldozer. Il va pousser devant lui toutes sortes de sédiments en embrasant la roche. C'est ce que l'on appelle la moraine frontale. Et sur les côtés, il fait exactement la même chose. Il embrase, il érode, il emmène avec lui quantité de roches, de sédiments. Et sur les côtés, donc, on appelle cela les moraines latérales. Alors on voit quand même la trace sur les côtés laissée par le glacier. Cette roche qui est mise à nu, alors que le front glaciaire est particulièrement important. Ici, le front de glace fait 3 km de large et souvent, alors on ne s'en rend pas bien compte en raison du phénomène de distorsion optique, mais la hauteur de ce front qui arrive là à la mer, eh bien c'est la hauteur d'un immeuble d'une dizaine de mètres. Ici, nous sommes en présence d'un glacier marin qui est actif. Il se jette dans l'océan. Nous allons laisser derrière nous le glacier Nordenskjöld. Le princesse Danae effectue très lentement la manœuvre pour que vous puissiez avoir le temps de prendre encore de belles photos.
Après ce spectacle fantastique, nous allons redescendre le fjord. Les glaciers se succèdent, certains sont encore actifs, d'autres, victimes du réchauffement de la planète, sont morts. Leur front de glace s'éloigne irrémédiablement de la côte. Le brouillard qui prévaut dans la région est dû à la rencontre entre les eaux légèrement tempérées par le Gulf Stream et les vents polaires. Le soleil étant de la partie, j'en profite pour filmer les montagnes environnantes. Les longues traînées de neiges éternelles contrastent avec le sombre de la roche libérée par quelques tièdes rayons. La zone est sous surveillance permanente. Quelques hélicoptères sillonnent les airs afin de prévenir tout incident et contrôler d'éventuels fraudeurs. À 40 km au sud de Longyearbyen apparaissent soudain des installations industrielles. Nous nous approchons de la ville minière russe de Barenbourg, la dernière encore en activité. La réalité semble tout autre. Pour les politiques, il s'agirait plutôt d'une base russe installée en territoire européen. Vue du fjord, la ville est installée au flanc de la montagne sous laquelle est exploité le charbon. 850 Russes et Ukrainiens vivent ici en autarcie. Fermes d'élevage et serres installées aux portes de la ville procurent l'essentiel de la nourriture nécessaire à leur survie. Le long de la rue principale subsistent quelques maisons colorées. Tour à tour ont été bâtis des HLM de style soviétique. Un urbanisme triste et austère, comme savait si bien les construire la dictature bolchevique de l'époque. Les installations industrielles et portuaires sont encore plus austères que la ville. Tapis roulants, noirs de suie, matériaux de notre âge, installations désuètes et parfois même hors d'usage rendent les lieux tristes à mourir. Que doit-on penser du moral de ces résidents après un séjour de 2 ans en ces lieux, surtout pendant les longs mois d'hiver où l'obscurité est permanente? Nous poursuivons notre navigation toujours plus au nord. Les glaciers sont de plus en plus nombreux. Nous naviguons au large. La prudence et la rigueur de l'équipage nous rassurent. Plus près de la côte, nous pourrions rencontrer quelques glaces flottantes. Ici, on les appelle les bouchons. Leur taille ne rivalise pas encore avec les icebergs de la banquise. La couleur de la mer change. Nous pénétrons dans un fjord appelé baie de la Madeleine. Soudain, le vent polaire se calme. Je comprends mieux pourquoi baleinières et morutiers venaient s'abriter des tempêtes en ces lieux. Notre latitude est de 79 degrés, 33 minutes, 72 secondes nord. Nous avons la sensation d'avoir atteint le bout du monde. D'hostiles montagnes nous entourent. Les vallées sont couvertes de neige et de toutes parts s'allongent de gigantesques glaciers. Malheureusement, beaucoup d'entre eux régressent, c'est-à-dire qu'ils n'atteignent plus la mer. J'expliquais à Jérôme, mon petit-fils, qu'avec un peu d'imagination, on pourrait deviner les merveilleux paysages que devaient contempler les marins du XIXe siècle. Plus triste encore, ce glacier disparu. La zone est désertique, seules quelques mousses et lichens poussent à même la roche. Un monument fut érigé en 1930 à la mémoire des voyageurs et marins qui firent escale ici entre 1600 et 1750. De nombreux navires de plaisance mouillent dans la baie. Depuis quelques années, les escales sont réglementées. Un garde logeant dans une petite cabane située à la base de la péninsule en fait respecter les règles. De nombreux oiseaux viennent se reproduire ici, particulièrement les sternes arctiques. Leur présence est confirmée par la couleur rosée de la neige. Leur principale nourriture étant constituée de minuscules crevettes roses, leur fiente colore le blanc immaculé des neiges éternelles. De petits icebergs, appelés bouchons, glissent nonchalamment le long de la coque. Nous approchons de l'extrémité du fjord. Une barre de glace se dresse majestueuse en bord de mer. Il s'agit en fait de l'extrémité tourmentée d'un glacier. Le front de glace ressemble à une falaise blanche de plus de 10 mètres de haut. Les plus récents effondrements arborent une teinte bleutée.
alors que les parties supérieures laissent apparaître poussières et cailloux dégagés par la fonte en surface. Il est 1 heure du matin, la température avoisine les 2 degrés, malgré cela nous n'éprouvons aucune envie de rentrer nous coucher. Le syndrome du soleil de minuit nous aurait-il envahis? Un petit veille chaud et la soirée peut se poursuivre encore très longtemps. La nuit fut courte. À notre réveil, nous découvrons une nouvelle escale en territoire nordique. Le brouillard s'est dissipé, il est remplacé par un soleil radieux. Depuis le pont, nous découvrons le petit port de tourisme de Ny-Ålesund. Ancienne cité minière, le village n'est plus habité que par quelques autochtones. L'hiver, la population ne dépasse pas les 40 habitants. Une serre installée au cœur du village permet de récolter quelques légumes frais. À côté des maisons colorées, face au seul hôtel du bourg, se dresse le buste de Roald Amundsen. C'est d'ici que des colas sont dirigeables en 1926. 2 ans plus tard, Umberto Nobile partait à son tour, direction le pôle Nord. Attendant la saison froide, les skis de fond sont alignés sur les façades des maisons. Le sol ne dégelant jamais, les habitations sont construites hors sol. Cela les éloigne légèrement du permafrost. Les petites cabanes abritant les compteurs jouxtent toujours les maisons en bois coloré. Les collectionneurs de cartes postales ainsi que les philatélistes se pressent autour et dans la petite poste. Aujourd'hui, la préposée est débordée. Elle doit accueillir quelques 1500 touristes en escale. Sa poste est la plus septentrionale d'Europe, ce qui justifie leurs engouements. Le tampon du site est très recherché par les collectionneurs. Ancien cheminot, je n'ai pu résister à l'appel du rail. Tout en respectant les règles locales, ne pas s'écarter des chemins balisés, j'ai pu filmer cette magnifique locomotive à vapeur, vestige d'un proche passé. Elle est attelée à 5 wagons. Ce petit train reliait les mines au port. Comme je l'annonçais plus tôt, nous sommes en zone protégée. Et il est interdit d'approcher les animaux. Il faudra l'aide d'un zoom puissant pour filmer cette colonie d'oies sauvages. Oiseau extraordinaire, la sterne arctique, appelée aussi hirondelle de mer, niche ici à même le sol. La femelle pond 2 œufs. De là naîtront 2 oisillons. Le couple se relaiera pour apporter la nourriture, principalement constituée de poissons. La sterne arctique est un oiseau migrateur. Chaque année, elle parcourt environ 40 000 km, soit un tour complet de notre planète. En effet, cette dernière se déplace d'un pôle à l'autre, nichant respectivement au nord pendant l'été arctique, puis au sud pendant l'été antarctique. Leurs progénitures vivant au sol sont très vulnérables. Pour protéger leur nichée, les parents sont très agressifs. Ils s'attaquent sans crainte à tout ce qui leur paraît menaçant. Comme on peut le voir sur ces images, de nombreux inconscients agitent les bras pour les éloigner et éviter les nombreux coups de bec dont ils sont menacés. En pareil cas, l'agresseur devient l'agressé. Chargé du repérage des nids, Jérôme, mon petit-fils, s'étonnait de ne pas être attaqué. « Ni toi, ni mamie, ni moi ne le sommes », me faisait-il remarquer. Bien que très proches des nids, notre comportement ne les effrayait pas. Nous nous déplacions lentement, sans geste brusque, sans bruit, nous respections leur territoire. Un immense chenil installé aux portes de la ville accueille de nombreux chiens de traîneau. Ces derniers, profitant des faibles rayons du soleil, somnolent paisiblement près de leur niche. Bientôt arrivera l'heure des repas. Suspendue sur de larges étendoirs, la viande séchée attend d'être découpée puis distribuée à la meute. Pour éviter tout accident avec les ours polaires, le port d'armes est autorisé dans le village. L'arme ne sera utilisée qu'en cas d'extrême urgence et principalement pour effrayer l'animal. Comme je le précisais au début de la visite de Ny-Ålesund, la population locale ne compte plus que 40 habitants durant la dure période hivernale. De nombreuses stations scientifiques ont été édifiées. Durant la belle saison, elles accueillent un panel important de chercheurs.
Pour éviter l'isolement du village, un petit aéroport fut construit durant la deuxième moitié du XXe siècle. Lorsque la mer n'est pas prise par les glaces, de gros navires peuvent accoster dans le petit port. C'est d'ailleurs par là que nous sommes arrivés. Nous quittons Ny-Ålesund, son glacier et ses icebergs. Ainsi s'achève notre voyage au Spitsberg.